Bonjour à tous, nous commençons le système respiratoire qui nous occupera sur 2 cours. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les différents organes qui le constituent. Le prochain cours nous permettra de comprendre un petit peu plus comment il fonctionne. Alors, on va quand même se rappeler que notre corps a besoin de dioxygène pour fonctionner, nos cellules ont besoin pour faire la respiration cellulaire, et que nous récupérons ce dioxygène dans l'air qui nous entoure. L'air qui nous entoure, on l'a déjà vu, est essentiellement constitué de diazote, mais il y a environ 20% de ce mélange gazeux qui nous entoure, constitué de dioxygène, et c'est ce gaz que nous allons récupérer lors de l'inspiration. Alors on se rappelle que les cellules fonctionnent entre autres grâce à la respiration cellulaire qui leur permet de sortir l'énergie de molécules complexes comme le glucose qu'on retrouve ici. Pour extraire l'énergie du glucose, nos cellules ont besoin de dioxygène, et lorsqu'elles font la respiration cellulaire et qu'elles récupèrent de l'énergie, elles créent 2 déchets gazeux, alors de la vapeur d'eau qui est en partie conservée et du dioxyde de carbone dont il faut se débarrasser. Alors la respiration a 2 objectifs: faire rentrer le dioxygène dans le corps pour que les cellules puissent fonctionner, c'est ce que nous allons faire lors de l'inspiration, et évacuer le dioxyde de carbone qui a été créé lors de la respiration cellulaire, c'est ce que nous faisons lors de l'expiration. Donc on peut voir ici les gaz qui rentrent et qui sortent dans nos poumons. Il y a un lien donc tout à fait direct entre la respiration cellulaire, donc la réaction qu'on voit ici, et la respiration que l'on voit à l'extérieur de notre corps, la respiration pulmonaire. Alors quels sont les organes qui constituent notre système respiratoire? Évidemment, l'air entre dans notre corps soit par le nez, soit par la bouche. Alors on va appeler ça les cavités nasales, on en a 2, une pour chaque narine, et la cavité buccale. Idéalement, normalement, on respire par le nez, qui est adapté pour mieux filtrer et préparer l'air, mais en cas de besoin accru d'air, de dioxygène, notamment lorsqu'on est essoufflé, on va faire rentrer l'air en même temps par la bouche, donc par la cavité buccale. Alors l'air, une fois qu'il est rentré dans notre système, va circuler, va descendre, va traverser le pharynx et va descendre dans la trachée. Alors la trachée, c'est ce long tube rigide qu'on voit ici. On se rappellera que le pharynx était le carrefour entre la voie respiratoire et la voie digestive. Donc nous, aujourd'hui, on descend dans la voie respiratoire, et la première section de la trachée s'appelle le larynx. On y reviendra un petit peu plus tard dans le cours d'aujourd'hui. La trachée, c'est ce tube solide qui descend dans notre abdomen et qui va se diviser en 2 bronches, donc un tube à gauche, un tube à droite. Chacune de ces bronches aboutit dans un des 2 poumons. Alors on va tout de suite s'habituer à cette histoire de gauche et de droite, étant donné qu'on observe le schéma d'une personne. Son poumon gauche est représenté à notre droite et son poumon droit est représenté à notre gauche. Donc c'est un petit peu spécial quand on ne fait pas attention, mais c'est logique. On termine par ce muscle qu'on verra en détail tout à l'heure, qui s'appelle le diaphragme, et qui permet de tirer les poumons lors de l'inspiration. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors voilà le mouvement de l'air lors de l'inspiration. On commence par les fosses nasales ou cavités nasales, donc qui sont les grands trous qu'on voit ici. L'air, lorsque l'on inspire, entre par nos narines, les petits orifices qui permettent l'entrée ici dans le nez, et va circuler à l'intérieur des fosses nasales, les cavités nasales. Elles ont 3 objectifs, ces fosses nasales ou cavités nasales. Réchauffer l'air s'il est trop froid, l'humidifier, donc lui mettre un bon taux d'humidité qui évitera une irritation des bronches ou des alvéoles pulmonaires un peu plus loin, et également le filtrer. Il y a plein de petits poils ici qui vont récupérer toutes les particules, les germes éventuellement qui se promènent dans l'air pour que l'air soit le plus propre et pur possible lorsqu'il va avancer dans le système respiratoire. À noter que l'air peut également être réchauffé, humidifié dans les cavités qu'on retrouve dans les os et qui s'appellent les sinus. Donc ça augmente le volume d'échange et d'interaction entre l'air et notre corps. Donc l'air peut rentrer ici dans ces creux, et voilà ce qu'on appelle les sinus. On avance. Lorsque l'air a apporté trop de poussière dans notre nez, ou lorsqu'il y a trop d'humidité, ou éventuellement s'il y a des germes, des bactéries, des virus qui s'installent dans notre nez, et que nous sommes irrités dans cette section, eh bien on va éternuer, donc évacuer des particules, de l'eau et tout ce qui dérange le nez. C'est ce qu'on appelle l'éternuement.
Alors, l'air est avancé dans le système respiratoire, il s'est rendu dans le pharynx et a commencé à descendre dans la trachée. Alors, on se rappelle que l'épiglotte est à l'entrée de la trachée, puisque c'est elle qui ferme la trachée lorsque l'on avale des aliments. On la retrouve ici. Ensuite, l'air va avancer et descendre dans la trachée, donc, qui est en train de descendre vers le bas ici, c'est la vue de face. Et on y croise, on va voir mieux ça sur la photo qui va apparaître. Donc là, on la voit vue de dessus. On croise les cordes vocales, ces cordes vocales qui nous permettent de parler. Là, on voit la trachée qui descend en profondeur ici. Alors, ces cordes vocales que nous avons appris dans les premières années de notre vie à contrôler, donc à ouvrir ou fermer, dépendamment des sons que l'on veut créer. Donc, on reviendra là-dessus plus tard dans l'année, comment sont créés les sons, de quoi il s'agit. Mais en fait, c'est l'air en passant ici à travers les cordes vocales qui va vibrer. Et en vibrant, on va entendre différents sons. Donc on apprend grâce à ces muscles que l'on contrôle ou que l'on apprend à contrôler dans la première ou deuxième année de notre vie. On essaie de faire des sons. Là maintenant on y arrive très bien sans s'en rendre compte. Mais ça a été un apprentissage de faire varier la position des cordes vocales ici pour créer différents sons. Si on descend dans la trachée, on continue notre chemin. On a passé à travers le larynx. On se retrouve à un croisement de deux petits tubes, ce sont les deux bronches. Donc on les voit ici avec une caméra qui est descendue, donc la bronche à gauche et la bronche à droite, et on va aboutir dans chacun des deux poumons. Alors on voit que très rapidement les bronches se divisent elles-mêmes en petites bronches qu'on appelle des bronchioles. On avance. À noter que la trachée peut être obstruée en hauteur. Par exemple ici un aliment qui s'est bloqué dans les voies respiratoires et que le fait de percer la trachée pour que l'air puisse y circuler, ça s'appelle une trachéotomie ou une trachéostomie si ça a été fait de manière permanente. Vous avez peut-être déjà croisé ce genre d'opération dans votre passé. Alors, une fois que les bronches sont rentrées dans les poumons, elles se divisent en petits tubes qu'on appelle des bronchioles et chaque bronchiole peut amener différents chemins. On va avoir des milliers de chemins possibles qui vont apparaître dans chacun de nos poumons. Et chaque bronchiole finit par aboutir à un petit sac. On appelle ça un sac alvéolaire. Il est rempli d'alvéoles pulmonaires. Nous y reviendrons juste après. Alors, à noter qu'un poumon n'est pas un sac vide comme un ballon que l'on gonfle. C'est vraiment une éponge dans laquelle il y a plein de petits tubes et plein de petits creux qu'on appelle donc les sacs alvéolaires. Donc, c'est vraiment un organe plein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces sacs alvéolaires? Là, on en voit un qui est fermé. Si on l'ouvre ici, on voit qu'il y a plein de petites alvéoles, donc des petits trous, finalement. Et on y retrouve surtout, tout autour, des capillaires sanguins. Alors, évidemment, on va quand même se rappeler que la respiration a pour objectif de faire rentrer le dioxygène dans le sang et d'évacuer le dioxyde de carbone. Il est tout à fait normal qu'on retrouve énormément de vaisseaux sanguins, de capillaires sanguins qu'on voit ici, tout autour de chaque sac alvéolaire. Alors on voit ici les tubes représentés en bleu. Habituellement dans les schémas on représente les tubes en bleu lorsque le sang est plein de dioxyde de carbone. Évidemment que le sang n'est pas bleu à l'intérieur. Et alors ici on a donc des petites artères, et ce sont oui effectivement des petites artères, on verra un petit peu plus tard pourquoi, qui arrivent dans les sacs alvéolaires, donc artérioles pour petites artères, pleines de dioxyde de carbone. Les globules rouges se débarrassent de leur dioxyde de carbone et récupèrent le dioxygène. Donc c'est tout ce qui se passe lors de l'expiration et de l'inspiration. Et le dioxygène va se retrouver dans les globules rouges. Les globules rouges repartent à travers des vénules, des petites veines. Et on représente cette fois-ci les tubes en rouge pour montrer que les globules rouges sont pleins de dioxygène. Encore une fois, le sang n'a pas réellement changé de couleur lors du passage. Il a juste perdu du dioxyde de carbone et récupéré du dioxygène. On va parler rapidement de la toux, qui est l'équivalent de l'éternuement, mais lorsque ce sont des germes ou des poussières qui se sont accumulées plutôt dans les bronches ou la trachée, ou éventuellement le fond de la gorge. Donc c'est un moyen d'évacuer rapidement des particules ou de l'eau. Chaque paroi de bronche ou de bronchiole, si on la regarde en détail, on va voir qu'elle est recouverte
de petits cils. Alors on les appelle les cils vibrati, on les avait déjà croisés lorsqu'on avait parlé des bactéries. Donc toute petite particule qui s'accumulerait n'importe où dans les tubes respiratoires va s'accrocher sur ces cils, et ces cils ont un mouvement coordonné, constant, qui va toujours ramener les particules vers le haut et qui les fait remonter le long de la trachée et qui permet une évacuation de toutes ces particules, donc pour éviter une accumulation dans les sacs alvéolaires, un nettoyage, si on veut, constant de toutes petites particules gênantes. La bronchite, que vous avez sûrement déjà eue, ou vous en avez très certainement entendu parler, c'est une, comme son nom l'indique, inflammation des bronches, et alors elle peut être due éventuellement à une accumulation de virus ou parfois de bactéries. Donc un des symptômes qu'on lui connaît, c'est la capacité, le fait d'avoir des difficultés à respirer. Alors c'est tout à fait normal, puisqu'il y a une infection dans les bronches ou dans les bronchioles, et bien le corps va réagir en accumulant des cellules du système immunitaire, des liquides, et ce faisant, il va diminuer le volume d'air qui peut être échangé, puisque la paroi ici va gonfler pour essayer de combattre l'infection. Alors ça entraîne des difficultés à respirer, à savoir qu'une bronchite mal soignée peut rapidement évoluer en pneumonie, qui est une maladie relativement grave et dont on peut mourir. Chaque poumon contient des millions d'alvéoles pulmonaires, donc on voit ici le poumon gauche à notre droite et le poumon droit à notre gauche. Alors ils sont légèrement différents l'un de l'autre, puisque le poumon gauche a le cœur qui rentre un petit peu dans son volume, donc on voit ici qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme. Globalement, ils sont quand même de volume à peu près équivalent, même si le cœur prend une place non négligeable ici. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on aura à savoir pour ces deux organes. Une maladie relativement grave qui est appelée la tuberculose est due à la présence d'une bactérie, donc Mycobacterium tuberculosis. Alors elle est très connue même en fait, cette maladie, elle tue encore des millions de personnes chaque année. Donc la bactérie s'installe dans les alvéoles pulmonaires et va par sa présence détruire, creuser les poumons et créer carrément des trous, des cavernes dans les poumons. Donc une maladie très grave et qui en plus est très contagieuse. Nous avons tout autour de nos poumons des os qui protègent nos poumons et notre cœur au passage. Donc ce sont les côtes que l'on voit ici, reliées au sternum. On y reviendra lorsqu'on fera le système squelettique au complet. Et leur principal objectif est de protéger ces organes de différents coups, de différents mouvements qui pourraient entraîner des dégradations donc, en surface. Alors ces os réunis forment ce qu'on appelle la cage thoracique. On termine par cet immense muscle qui est accroché en dessous des poumons, qu'on voit ici justement à travers la cage thoracique. Donc ce muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est percé de trous pour que des artères, des veines et différentes parties de notre corps puissent circuler. Alors ce muscle, lorsqu'il se contracte, tire les poumons vers le bas, et ces poumons, en étant tirés vers le bas, vont se remplir d'air. Nous y reviendrons lors du prochain cours. Alors la respiration est un phénomène actif lors de l'inspiration. Une contraction musculaire du diaphragme qui descend, et c'est l'expiration qui est en fait le relâchement du diaphragme et qui fait que l'air ressort. Donc c'est vraiment ce muscle qui crée la respiration, accompagné d'autres muscles, on y reviendra, mais le principal muscle de la respiration c'est le diaphragme. Voilà pour ce premier cours, le cours 22.